Bienvenue sur le podcast de Lyon Sandel, un format audio pour découvrir ceux qui font bouger le territoire. Situé en Normandie, à 1 heure de Paris et 30 minutes de Rouen, Lyon Sandel est un territoire rural qui regorge de pépites. Découvrez ces hommes et ces femmes qui forgent le quotidien de notre région. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Olivier Monpoint, propriétaire de l'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard, située à Ras-de-Pont. Véritable passionné de patrimoine, Olivier nous raconte sa rencontre avec ce lieu en 2013, mais aussi l'histoire de cette abbaye du XIIe siècle et la spiritualité qui en émane. Rencontre avec un amoureux des vieilles pierres. Je me nomme Olivier Monpoint, j'ai 66 ans cette année. J'étais, puisque je suis à la retraite depuis le 1er juillet 2023, j'étais géomètre au service du cadastre, mais j'avais ma liberté d'action et je travaillais essentiellement sur les 30 dernières années autour de Provins. Belle cité médiévale des comtes de Champagne. J'ai eu l'opportunité en 1998 d'acquérir un château du 18e qui avait été modifié au 19e pour éviter qu'il soit démoli. Le propriétaire voulait le démolir, donc j'en ai dissuadé en achetant ce château. Ça m'a permis de le sauver, de le restaurer en partie et après je l'ai vendu au bout de 10 ans. Et quand on tombe dans la marmite, eh bien après, c'est un peu comme une drogue, mais une drogue bienfaitrice. Donc je regardais toujours sur les sites des agences spécialisées, Cabinet Lenaille, Patrice Besse, etc., Sotheby's et autres. Je regardais les annonces, les propriétés qu'il y a à vendre. Et c'est un jeudi soir de février 2013, juste avant de passer dîner, j'ai vu les offres qui venaient d'entrer en portefeuille pour le Cabinet Lenaille. Et j'ai vu bien sûr quelques maisons bourgeoises du 19e qui pour moi présentent peu d'intérêt. Et j'ai vu les 3 arches de la salle capitulaire en photo, abbaye cistercienne, classée monument historique, avec un prix qui entrait tout juste dans le budget que je pouvais emprunter à la banque. Et j'ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous pour le lundi à 11h et on va dire qu'à 12h30, le choix était fait. Voilà, un peu dans la folie. Mais ce sont des challenges et je pense que la vie sans challenge ne vaut pas vraiment le coup d'être vécue. Il faut mettre du relief à sa vie, il faut être entrepreneur d'une certaine manière, surtout moi en tant que fonctionnaire, mais j'ai jamais été un fonctionnaire dans l'âme. Et comment dire, je voulais l'habiter. Et comme c'est un monument historique, les services de l'État, notamment la DRAC de Rouen, m'a bien fait comprendre que l'État est plus propriétaire que le propriétaire, que je ne pourrais pas faire ce que je veux. Et finalement, ce refus a été, sans le savoir de leur part, le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, puisque je l'ai ouverte tout de suite au mois de juin, à la fête de la Comcom, à la fête de clôture de la Comcom à l'époque, avec Véronique Huinou, qui était très inquiète du changement de propriétaire pour savoir si sa fête allait se faire ou non. Donc du coup, j'ai dit, je suis nouveau propriétaire, je ne vais pas changer les habitudes locales, je suis pas là pour tout perturber. On l'a fait. Je suis allé voir aussi les maires me présenter. Je pense qu'il est bon de faire cette démarche-là. Ils ont vu que j'étais un doudingue des vieilles pierres, donc pas quelqu'un de dangereux, et que je l'ouvrais au public. Alors si bien qu'il y a des personnes qui étaient ravies qui souhaitaient s'investir dans l'abbaye. Donc j'ai créé 2 associations. Une association qui s'appelle Esprit de Fontaine-Guérard, puisque c'est un lieu spirituel, qui est l'association culturelle. Et une autre association, qui est l'association Renaissance de Fontaine-Guérard, qui est plus pour la gestion du domaine. Et c'est par le biais d'Esprit de Fontaine-Guérard que toute la programmation culturelle se fait. Et maintenant, il y a véritablement, chaque année, une belle programmation, et qui, avec des moments forts, mais aussi des changements. Parce que je ne veux pas présenter chaque année la même chose. Il faut renouveler, sinon les gens se lassent. Hein, c'est comme quand on va à un salon, si on a toujours les mêmes stands au même endroit, c'est de la redite. Il faut renouveler. Même pour les médiévales, je change les compagnies, je les change de place, etc. Voilà, on essaie de créer une nouveauté. En manque de vieilles pierres, quand je recherchais un lieu patrimonial à acquérir, je ne cherchais pas forcément une abbaye. Les abbayes, il y en a très très peu à vendre en France, surtout les abbayes authentiques, comme l'abbaye de Fontaine-Guérard. Des châteaux, je cherchais un château, un manoir, dans mon budget bien sûr, donc c'était assez réduit quand même, mais on peut trouver de
des perles. C'est rare, hein. Maintenant tout ce qui était un peu à l'abandon a été racheté, restauré, et donc les prix sont plus du tout les mêmes. Et ce qui compte, c'est de sauver un lieu essentiellement. Et les châteaux, il y en a 500 à vendre en France facilement. Et le fait d'avoir acquis l'abbaye, il paraît qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, donc je pense que maintenant j'en suis persuadé, je pense qu'on a un destin sur cette terre, et que mon destin, il s'est révélé tard, mais il s'est révélé par rapport à ce lieu, et que je suis là, je n'aime pas dire que je suis le propriétaire, je suis le gardien démonial, et le but c'est de donner au prochain, ou à la prochaine, un lieu plus beau que je ne l'ai acquis. Et le fait d'être propriétaire, entre guillemets, hein, dans des dépositaire d'un lieu comme ça, parce qu'on peut pas être propriétaire de 8 siècles d'histoire, c'est beaucoup plus enrichissant, c'est beaucoup plus facile au niveau contact avec la population, mais être une abbaye, et puis en plus, il y a aussi une autre dimension, une dimension que j'ai découverte petit à petit, peut-être étais-je un terreau favorable, mais c'est la spiritualité. Ici, on s'envole, on se charge, il y a de belles énergies, et il y a des gens qui sont un petit peu sensibles, le sentent tout de suite en entrant sur le lieu. Et notamment en passant près de la source, sans même boire cette eau qui est une eau vivante, qui est largement plus positive énergétiquement parce que l'eau guérit que l'eau en bouteille ou l'eau du robinet. Eh bien, ici on se charge. Et on m'a expliqué après, maintenant j'en suis persuadé, ce sont les énergies du lieu qui vous rechargent. Et comme on est à la fois récepteur et émetteur, eh bien on se charge de ces énergies, après on peut les donner aux autres. À l'origine de l'abbaye, c'est la source qui était là, puisque c'était un lieu druidique. Ensuite, on a 1135 la chapelle Saint-Michel, le bas de la chapelle Saint-Michel actuelle, qui était le premier prieuré. Et ce prieuré a été construit en lien avec la légende des amants, légende connue par les gens du secteur. En gros, sans raconter l'histoire parce qu'elle est un petit peu longue, suite au décès on va les appeler Raoul et Mathilde, le père de Mathilde, pour pas que son aille aille erré en enfer pendant 100 ans, c'est écrit comme ça dans les textes, dans le Laine Marie de France, poétesse du XIIe siècle, eh bien, il a fait construire un prieuré d'hommes et un prieuré de femmes sur la colline des Amants. Et sous ces prieurés, il y avait forcément des caves pour garder la nourriture et le vin. Et entre ces deux caves, il y a un souterrain qui a été créé, et des moines allaient voir des moniales. Donc, ce qui n'est pas tout à fait dans la règle de vie, même si on ne change pas l'humain. Donc, on a considéré que ces dames, depuis, on va dire, le péché originel qu'on attribue à Ève, elles étaient trop de tentation pour ces messieurs. Donc, allez vous établir dans la vallée. D'où, comme il y avait l'eau potable avec la source Fontaine-Guérard, la construction du premier prieuré. Ensuite, il s'est passé 35 ans. Robert Aublanche-Macon de l'Essester a donné de l'argent au monial pour acheter une part de paradis, c'est comme ça que faisaient les seigneurs, et pour construire l'abbaye. Voilà, donc il a fallu 1190 à 1253, donc il y a eu ce qu'on appelle la clôture, les 4 bâtiments dont il n'en reste que 2, les ruines de l'abbatiale et les bâtiments des moniales. Après, en retour, on avait le chauffoir, réfectoire, cuisine, et le bâtiment des converses. Et puis, il y avait un bâtiment pour les hommes, il y avait un bâtiment sur la porterie, une hôtellerie pour accueillir les pèlerins, un moulin sur la rivière pour moudre le grain, une grande infirmerie qui était l'hôpital de la vallée, et puis il y avait différentes granges qu'on appelle des fermes, et la ferme du Cardonnet est à l'origine une ancienne grange qui dépendait de l'abbaye. Et donc il y a eu jusqu'à 3000 hectares, puisqu'il faut savoir qu'une abbaye, c'est au moins dans le secteur, c'est une entreprise agricole avec un cœur de prière, et il y avait toute une économie qui fonctionnait autour de cette abbaye. Bon, après, bien évidemment, les rois deviennent un peu politiques, et notamment François Ier a installé la commande, avec un E. La commande, c'est-à-dire qu'il a voulu prendre possession de ces monastères, enfin, le contrôle d'une certaine manière, et plutôt que ce soit vraiment des religieux, il a mis des seigneurs, qu'on appelle les abbés commanditaires, à la tête de ces différents monastères. Et à l'abbaye, ça s'est bien passé parce que ils ont quand même, comme il y avait beaucoup de fruits de par les productions qu'il y avait, ils ont entretenu les bâtiments et ça a continué à vivre, d'où le fait que l'abbaye de Fontaine-Guérard ait eu très peu, à part les démolitions post-révolutionnaires, il y a eu très très peu de modifications depuis le Moyen-Âge, alors que beaucoup ont été modifiés, soit se sont écroulés comme Mortemer, faute justement d'entretien, ou alors ont été modifiés comme à Clairvaux, où c'était reconstruit au XVIIIe siècle en grande partie. Ici, c'est resté authentique à part 2-3 petits détails qui datent de 1742. Donc c'est cette chance. On a le côté originel, et c'est ce qui m'a plu, c'est cette pureté. Les abbayes cisterciennes sont des abbayes très sobres, surtout les abbayes de femmes. Il y a l'architecture est à la fois légère, on est dans le gothique anglo-normand, la salle capitulaire c'est gothique anglo-normand, ça se distingue par le fait que les petites colonnettes ne font pas partie de gros piliers. Elles sont distinctes, et même celles des murs, elles sont très légères, très étroites, et puis elles ne touchent pas les murs, donc ça donne un côté aérien qu'on peut voir dans la salle capitulaire.
Pour moi, une abbaye comme ça, c'est un lieu qui se partage. Si je l'ai ouverte au public, c'est dans un souci de partage, de communion. Tout est fait dans notre société pour nous séparer. Et en qualité de résistant, je suis dans l'ouverture. On doit être lié. L'humain a besoin de contact. Et bien ici, il se passe des choses très très différentes. Des fois, ce sont des jeunes qui viennent et qui n'ont pas un sou en poche et qui ont besoin de faire un clip, un petit clip pour une chanson, etc. Eh bien, communiquez sur l'abbaye, faites connaître l'abbaye. Et puis, je vous y accueille. Ils ont pu faire leur tournage. Voilà. Il n'y a pas forcément d'histoire d'argent. On a un monde d'argent. Et je fais en sorte qu'ici, l'argent, on l'oublie complètement. Voilà. Bien sûr qu'il faut faire vivre le lieu, il faut payer les salariés ou les salariés, parce que j'ai aussi plusieurs salariés. Donc, il y a des droits d'entrée. Mais c'est vraiment un lieu où les gens peuvent se ressourcer. Ici, il faut se poser. Il faut ressentir le lieu. Et les jardins sont un lieu idéal pour ça. Il y a des bancs partout. On peut s'asseoir sous les platanes centenaires au bord de l'Andelle. Et là, c'est pareil. On vit autrement. On vit au rythme de l'eau. Ici, on oublie le temps. On peut oublier le temps, on peut oublier qu'on est en 2024. Le but, il est là, c'est que ça soit intemporel et qu'on soit complètement, mais de façon concrète, en connexion avec notre belle nature. J'ai une anecdote concernant les âmes qui ont vécu ici, les personnes qui ont vécu ici. De temps en temps, sont organisées des soirées paranormales. J'étais neutre par rapport à ça. Un soir était organisée une soirée paranormale avec un groupe d'une vingtaine de personnes. J'étais avec une amie, artiste peintre, qui était très penchée aussi là-dessus. Donc, moi étant neutre, nous avons vu une vingtaine de personnes par petits groupes de 6, avec leurs appareils à mesurer, à ceci, à cela. Bon, je dis non, on doit ressentir les choses en direct, on n'a pas besoin d'appareils pour ça. Et donc, nous nous sommes éloignés. Nous sommes allés dans la salle de travail, au pied de la salle de travail. Il n'y avait pas de porte ni de fenêtre à l'époque. Et la personne qui était avec moi me saisit la main et me dit Olivier, elles sont là. Qui ça? Les moniales, bien sûr, elles sont là. Ah bon? Et d'un seul coup, on nous a lancé un caillou. Il y avait personne dans la salle. On nous a lancé un caillou. Elle a pris peur. Je lui ai dit mais tu ne dois pas avoir peur. Tu crois à tout cela, donc ça pose pas de problème. Nous sommes allés derrière, le jardin des simples, et à l'endroit où il y avait l'infirmerie. Là, on a senti un peu de présence, mais très peu. Et nous sommes repassés devant la salle de travail, passés devant la porte qui donnait sur le chauffoir. Là, j'ai ressenti violemment, comme un rejet, comme un air froid, enfin quelque chose, des ondes très froides, très négatives, qui nous repoussaient. Et là, je me suis dit, effectivement, il se passe quelque chose. Je me suis rendu à l'évidence qu'il y avait quelque chose dans ces murs. Et la deuxième anecdote, eh bien, c'est en lien avec ça. C'est quelques années plus tard, un soir, en rentrant de dîner chez une amie de l'association, je vais dans cette salle de travail qui était une salle assez, quand même, très imprégnée, lourde au niveau atmosphère. Je me suis assis, tout m'a semblé léger, et c'est là que j'ai compris que le lieu m'avait accepté et que maintenant je pouvais assumer mon rôle dans ce lieu. Et ce lieu, maintenant c'est devenu mon chemin de vie. Merci pour votre écoute. On se retrouve prochainement pour une nouvelle pépite en Lyon-Sandel. D'ici là, retrouvez l'intégralité du reportage et plus encore sur le site cdcla.fr et les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn de Lyon-Sandel. À très vite!